Merci. Le United States Ship Marblehead a commencé sa vie sans grandes attentes particulières. Elle faisait partie de la classe Omaha et était donc l'un des rares croiseurs modernes que la marine américaine avait été autorisée à construire jusqu'à ce moment-là au XXe siècle. Cette classe fut la dernière des croiseurs américains d'avant les traités. Avec le numéro de coque croiseur léger, 12 la désignant comme l'avant-dernier navire de la classe, Marblehead fut mise sur cale en août 1920 au chantier William Cramp & Sons à Philadelphie, aux côtés de ses sœurs Richmond, Concord, Trenton et la dernière de la classe, Memphis. Lancée en octobre 1923 et mise en service en septembre 1924, elle passa la majeure partie de l'entre-deux-guerres à naviguer dans les principales zones d'intérêt des États-Unis, les Caraïbes et le Pacifique occidental, tout en participant à divers exercices de flotte. Son équipement a subi plusieurs modifications durant cette période. Les mines et leur équipement furent retirés ainsi qu'environ 40% de ses lance-torpilles et la batterie anti-aérienne fut renforcée, tandis que la batterie principale de canons de 6 pouces fut légèrement réduite. Elle fut affectée à la flotte asiatique quand la guerre du Pacifique éclata en décembre 1941. À ce stade, les Omaha étaient jugés presque obsolètes. Ils étaient relativement petits, avec une grande partie de l'artillerie principale montée en casemate et une relative pénurie de blindage et d'espace sur le pont pour plus de canons anti-aériens, si bien que la classe dans son ensemble passerait la majeure partie de la guerre dans des rôles de seconde ligne. Mais ce ne fut pas le destin de Marblehead. Avec la flotte asiatique diminuant assez rapidement et les Japonais progressant dans la prise des Philippines, le navire se retrouverait en première ligne lors des premières étapes de la campagne du Pacifique. Comme pour de nombreux navires dans cette région du monde, une bonne partie des cuisines et des zones de lavage du navire étaient occupées par des travailleurs chinois et ils apportaient de sombres nouvelles. Selon leur tradition, un poisson volant atterrissant sur votre navire portait malheur, ce qui arriva lorsqu'une telle créature s'engouffra par un hublot alors que le navire venait de quitter la terre ferme. Comme c'était la première mission de combat du navire et une retraite depuis son port en temps de paix qui risquait d'être envahi, cela ne présageait rien de bon. Le navire se dirigea vers le sud à travers la mer des Célèbres pour rejoindre les unités navales néerlandaises et australiennes dans les environs, puis d'autres nouvelles furent diffusées par le haut-parleur. Le statut exact de Pearl Harbor n'était pas encore communiqué, mais ils savaient que la situation était grave. Cependant, la nouvelle de la chute de l'île Wake leur parvint en entier. Arrivé au port de Balikpapan sans autre incident, l'équipage reçut 2 tâches principales, faire le plein complet du navire, ce qui fut relativement facile une fois que quelqu'un trouva les bons tuyaux à mazout, et préparer le navire pour le combat. Divers objets qui avaient été attribués au navire ou acquis autrement furent maintenant débarqués. Tout ce qui était en bois était une priorité, à la fois pour réduire les risques d'éclat et les dangers d'incendie si le navire était touché. Les vedettes à moteur du navire furent envoyées à terre et des bossoirs vides furent découpés pour dégager les arcs de tir des canons anti-aériens de 3 pouces. Les travaux furent interrompus par de mauvaises nouvelles. Une évaluation plus poussée des dégâts à Pearl Harbor révélait que plusieurs cuirassés avaient coulé. Cela fut rapidement suivi par la nouvelle de la destruction du Her Majesty's Ship Prince of Wales et du Her Majesty's Ship Ripples, à l'ouest de leur position actuelle. Plus d'un membre d'équipage regarda les 7 canons simples de 3 pouces et le groupe de 4 mitrailleuses de calibre 0,50 et se demanda quelle chance avait leur navire s'ils devaient subir une attaque aérienne de la part de la force aéronavale impériale japonaise, apparemment omniprésente. Cela fut ensuite suivi par la nouvelle que l'Allemagne et l'Italie avaient déclaré la guerre aux États-Unis et qu'un porte-avions japonais avait été aperçu se dirigeant vers le sud, vraisemblablement pour éliminer les divers navires marchands et petits bâtiments de guerre qui se rassemblaient autour du Marblehead. Cette dernière menace ne se matérialisa pas immédiatement, bien qu'un rapport quelque peu étrange suivit, informant les hommes perplexes du navire que le United States Ship Marblehead avait maintenant été coulé avec tout son équipage. Après avoir brièvement vérifié qu'ils n'étaient pas en fait dans le royaume de Davy Jones, l'équipage reprit le travail pour préparer leur navire apparemment coulé à être déployé pour la guerre.
Le moral fut encore renforcé au cours des jours suivants par l'arrivée des grands croiseurs Houston et Boise, de 3 navires auxiliaires et de 4 destroyers. Peu de temps après, en compagnie de le United States Ship Langley, le premier porte-avions de la marine américaine désormais converti en ravitailleur d'hydravions, de 4 destroyers, de 2 pétroliers et d'un navire de ravitaillement, le Marblehead mit le cap au sud vers le port de Macassar en accordant une attention particulière au navire de ravitaillement Gold Star, car il était connu pour transporter une grande quantité de bière et de whisky. Privé de sonar, l'équipage confiait la lutte anti-sous-marine aux destroyers. Faute de radio vocale pour communiquer rapidement avec les autres navires, les techniciens de l'équipage en fabriquèrent une avec des pièces de rechange. À part une seule mine anti-navire, qui s'était manifestement détachée d'un autre endroit et avait dérivé sur leur trajectoire avant d'être détruite par des tirs d'artillerie, le voyage vers Macassar se déroula sans véritable incident. Après une brève escale, il fallait se rendre à Surabaya, principale base navale néerlandaise de la région. Noël fut donc passé à Surabaya, et le Marblehead échappa aux échos de la seconde escadre du Pacifique lorsqu'un membre d'équipage acheta un cobra à un charmeur de serpents local, dans l'intention de l'emmener à bord du navire pour s'entraîner lui-même, mais heureusement, le serpent s'échappa lors d'une altercation que ce membre d'équipage eut avec un habitant local sur le chemin du retour vers le navire. Le début de 1942 vit le navire escorter des bâtiments en direction de Darwin, en Australie, où il devint brièvement la station radio locale, les installations de Darwin étant complètement dépassées par le nombre de signaux qu'elles recevaient désormais. Ensuite, il repartit vers Surabaya, mais sur le chemin du retour, le 15 janvier, ils apprirent que le navire était désigné pour attaquer une concentration de navires japonais. Les chances de succès de la mission ne semblaient pas très prometteuses. L'escorte estimée de ce convoi comprenait un croiseur léger, un croiseur lourd et au moins 10 destroyers. Il protégeait environ 20 navires de transport. Face à cela, il y aurait Marblehead et 4 vieux destroyers de classe Clemson. Le principal avantage qu'ils pensaient avoir était la vitesse, car si nécessaire, ils estimaient pouvoir probablement distancer les Japonais, ce que le Boise, pourtant plus récent et bien plus performant, ne pouvait pas faire. Les tactiques proposées étaient relativement simples. Ils fonceraient à pleine vitesse au coucher du soleil. Les destroyers essaieraient de torpiller les croiseurs japonais, tandis que Marblehead engagerait seul les destroyers japonais jusqu'à ce que ses propres destroyers puissent revenir pour l'aider. Pendant une bonne partie du voyage, l'équipage s'est affairé aux derniers préparatifs, le capitaine se mettant dans la peau du commandant japonais pour anticiper sa réaction probable à l'attaque. Mais moins de 24 heures avant le contact, des renseignements ont indiqué que le convoi avait bougé et la formation américaine a donc reçu l'ordre de faire demi-tour. Mais cela fut de courte durée. Le convoi, ou un trait similaire, a rapidement été repéré à nouveau, cette fois vers Balikpapan. Cette fois, Boise a été désigné pour diriger les destroyers, tandis que Marblehead et le destroyer Bulma restaient en arrière, Marblehead servant de point de ravitaillement pour les destroyers qui allaient prendre la mer. L'équipage a profité de l'occasion pour taquiner les hommes de l'United States Ship Pillsbury, qui la veille avaient mené une attaque énergique contre un contact sonar au milieu de la baie, qui s'est finalement révélé être un banc de poissons. Pour aggraver les choses, après avoir utilisé plusieurs grenades sous-marines sans succès, le destroyer s'est retrouvé à court de carburant pour ses bateaux. Le Bulma a donc déployé ses propres embarcations pour récupérer rapidement les poissons tropicaux flottants et déjà ramollis. Cette deuxième excursion s'est déroulée à peu près comme la première. Boise est entré en collision avec un récif de corail et a endommagé sa coque suffisamment pour la ralentir. Marblehead a donc été envoyée pour relever le croiseur endommagé, prenant du carburant à son bord, puis menant elle-même l'attaque contre les forces japonaises, car celles-ci étaient désormais signalées dans le détroit de Macassar. En route, ce plan a été modifié. Les destroyers ont été envoyés en premier, tandis que Marblehead restait en retrait pour couvrir et intervenir si nécessaire. Les hommes à bord du croiseur ont attendu et encore attendu, puis, à l'aube, l'avion de reconnaissance monté à l'arrière a été envoyé dans les airs. Après un certain temps de montée, les sillages de 4 navires ont été repérés en direction du Marblehead. Après de longues minutes d'attente nerveuse pour découvrir à quel navire appartenaient ces sillages, il a été établi qu'il s'agissait en fait des destroyers qui avaient été envoyés plus tôt, tous intacts, indemnes et avec des équipages très heureux.
À leur insu, à ce moment-là, le sous-marin néerlandais Heath Her Netherlands LMS K-18 était en partie responsable de leur bonne fortune, car le K-18 avait lancé une attaque contre le convoi juste après minuit, coulant le transport Surugamaru et attirant le croiseur Naka, ainsi que les destroyers qui escortèrent le convoi alors qu'ils tentaient de traquer le sous-marin. Cela laissa alors le convoi sans protection. Les destroyers furent en outre aidés par le fait que la veille, des avions néerlandais avaient bombardé et coulé le Nanamaru dans des eaux peu profondes, son épave encore en flammes servant de balise de navigation. Les destroyers passèrent inaperçus devant les escorteurs japonais chasseurs de sous-marins et trouvèrent les navires de transport protégés seulement par une douzaine de petites vedettes de patrouille. Évitant la plupart de ces vedettes, les destroyers lancèrent d'abord leurs torpilles pour une attaque furtive, réussissant à faire exploser 2 navires de munitions, ce qui était nettement moins discret, puis ils abattirent un vieux destroyer qui avait été transformé en vedette de patrouille. Un autre navire de transport fut coulé avant que les destroyers, à court de torpilles, ne canonnent quelques transports avec leurs canons de 102 mm avant de se replier. Incapable de retrouver les assaillants à temps, la force d'escorte japonaise dut retourner tardivement vers ses navires désormais réduits. Bien que l'attaque ne soit pas intervenue assez tôt pour empêcher l'occupation japonaise de la région, puisque les troupes du convoi avaient déjà débarqué à ce stade, la perte de carburant, de ravitaillement et de munitions à bord des transports coulés allait nuire aux efforts japonais dans les semaines suivantes. À l'époque, cependant, les destroyers pensaient avoir coulé 7 navires, et dans tous les cas, les équipages à bord de ceux-ci, ainsi que du Marblehead, étaient parfaitement satisfaits de leur travail de la nuit. Une semaine plus tard, le 31 janvier, une autre force fut repérée. 2 croiseurs, 12 destroyers et plusieurs navires de transport. Marblehead et les destroyers furent envoyés à nouveau. Cette fois, la tactique prévoyait que les destroyers avancent en formation en ligne, puis effectuent un grand virage en arc de cercle, ce qui leur permettrait de lancer leurs torpilles. Le Marblehead tirerait avec ses canons principaux par-dessus eux, puis il lancerait finalement ses torpilles pour couvrir la retraite en cas de riposte de la marine japonaise. En fin d'après-midi, alors qu'il se dirigeait vers Balikpapan, un avion fut brièvement aperçu à tribord, mais il disparut avant que quiconque puisse déterminer de quel type d'appareil il s'agissait ou de quelle nationalité il était. Cependant, l'avion était japonais, et peu de temps après, un rapport d'observation provenant de celui-ci entraîna l'ordre à 5 autres croiseurs et à un groupe de sous-marins d'intercepter la formation américaine. Heureusement, un bombardier éclaireur solitaire et audacieux de la marine américaine réussit à jeter un coup d'œil sur le port de Balikpapan à l'approche du crépuscule. Il repéra les croiseurs rassemblés et fit son rapport. Cela fut ensuite transmis au Marblehead, et la formation reçut l'ordre de faire demi-tour, de peur d'être sacrifiée inutilement face à des chances de 1 contre 7. Le lendemain, après avoir rejoint le United States Ship Houston, la force combinée comptait désormais 6 destroyers et 2 croiseurs, et on leur ordonna à leur tour de rejoindre le navire amiral néerlandais de Ruyter. Et ses propres forces d'escorte, comprenant le Tromp, qui était quelque chose entre un grand destroyer et un petit croiseur, ainsi qu'une force mixte de 7 destroyers. Le 3 février, la formation fut survolée par une escadrille de bombardiers japonais en route vers Bomsurubaya, mais un avion resta en arrière et fit quelques cercles, manifestement pour effectuer une reconnaissance. Le lendemain, le 4 février 1942, juste après 9 heures du matin, un message arriva. 37 avions avaient été repérés 1 heure auparavant, se dirigeant vers le sud-sud-ouest, vraisemblablement un autre raid de bombardement en direction de Surabaya. Mais alors même que le message était diffusé dans la flotte, les vigies aperçurent une formation de bombardiers bimoteurs arborant le soleil rouge qui les identifiait comme japonais. Volant à 17 000 pieds, ils se dirigeaient droit vers la formation combinée des navires de guerre alliés. Les navires passèrent en alerte générale et se dispersèrent, suivant la doctrine de l'époque lors d'une attaque aérienne. Cela devait compliquer le choix des cibles pour les avions et, espérons-le, les forcer à se séparer. Marblehead augmentait rapidement sa vitesse. Elle avait déjà de la vapeur pour 27 nœuds et les 6 dernières chaudières étaient allumées aussi vite que possible pour lui fournir une pression de vapeur supplémentaire. Les munitions étaient acheminées vers les canons et l'ordre fut donné, et ici je cite un membre d'équipage qui était réellement présent, « Mettez la condition Z ». Partout sur le navire, les écoutilles et les portes des cloisons furent hermétiquement fermées. 4000 gallons de carburant d'aviation inutilisés furent rapidement déversés en mer.
L'attaque débuta alors véritablement. La conversation sur la passerelle a été enregistrée, légèrement modifiée pour retirer les grossièretés. Je vais vous la présenter avec quelques commentaires supplémentaires pour expliquer les événements au fur et à mesure. Ils se divisent en escadrons, capitaine, apparemment un pour chaque croiseur. Un escadron se dirige par ici. Très bien, maintenez le cap sur 85 vrais. À vos ordres, monsieur. Maintenez le cap sur 85 vrais. Capitaine, je pense qu'ils sont sur le point de commencer leur attaque contre nous. Toutes les machines en avant toutes. Toutes les machines en avant toutes, monsieur. Bishop, gardez les yeux rivés sur ces avions et prévenez-moi environ 1 minute et demie avant le largage des bombes pour que je puisse manœuvrer et éviter les ennuis. Ils sont maintenant à leur point de largage, capitaine. Barre tout à gauche, quartier-maître. Barre tout à gauche, monsieur. Les canons anti-aériens ont maintenant ouvert le feu sur les 2 vagues d'avions, 9 dans la première et 8 dans la seconde. Ceux-ci ont survolé le navire, mais en passant au-dessus, ils n'ont largué aucune bombe. Ils doivent tester la portée de notre défense contre avions, capitaine. 8 autres avions approchent de l'avant-bâbord. Ouvrez le feu à nouveau. Le navire a viré brusquement à bâbord et les avions n'ont largué aucune bombe. L'escadron de 9 avions fit demi-tour pour une nouvelle offensive. Capitaine, il largue. Gouvernail à droite, 15 degrés. Salle des machines, pleine vitesse. Les bombes ont été larguées. Ça va être juste. Couvrez-vous. Bombes en approche. Allongez-vous. Les bombes sont tombées à un peu plus de 20 mètres, mais n'ont causé aucun dégât apparent, à part une courbure très mouillée du mât de misaine. En contrepartie, de la fumée a été vue s'échappant d'un des avions. L'avion, ne pouvant maintenir son altitude, a effectué une attaque kamikaze contre le Marblehead. Grossissant de plus en plus, il entra dans la portée des mitrailleuses de calibre 50. Les mitrailleurs, dans un bref moment d'inspiration, ont dirigé leur tir traceur vers le cockpit de l'appareil et soudainement, le bombardier a dévié de sa trajectoire et s'est écrasé en mer. Il était maintenant exactement 10h25 et une autre vague de 8 avions commença leur attaque de bombardement. Point de largage atteint fut suivi de la consigne « Couvrez-vous » diffusée à plat ventre par le haut-parleur du navire. Cette fois, cependant, les bombes ont touché leur cible et Marblehead a bondi dans les airs. Les hommes sur la passerelle du Houston ont juré qu'ils pouvaient voir la lumière du jour entre la quille du Marblehead et la mer. Puis le navire fut englouti dans un éclair aveuglant et il disparut presque entièrement sous un mur de feu et d'eau. Le quartier-maître du Houston secoua la tête. Le Marblehead s'en va. Lorsque l'équipage de la passerelle eut repris ses esprits, la majeure partie du navire derrière la passerelle dégageait une épaisse fumée noire. Les communications internes étaient coupées et le navire était bloqué dans un virage serré à gauche, le gouvernail ne répondant plus. Il était également évident que le navire prenait l'eau assez rapidement. Le centre de communication du navire, au cœur du bâtiment, avait été entièrement détruit. Les panneaux de communication avaient été arrachés des murs, puis inondés lorsque l'eau s'est engouffrée dans la coque. Le seul homme qui avait réussi à atteindre ce poste avant que toutes les écoutilles ne soient scellées, l'électricien CV, a dû rapidement quitter la zone. Mais l'eau montait si vite et poussait tellement d'air devant elle qu'il n'a pas pu refermer l'écoutille derrière lui. Réagissant rapidement, il a plaqué son corps contre l'écoutille, la rabattant brièvement, lui laissant juste assez de temps pour tourner la roue et la sceller avant que la pression d'air croissante ne puisse la faire sauter à nouveau. Dans la pièce voisine, la salle du gyroscope compas, qui abritait en son centre une roue métallique de 9 kg tournant à 9000 tours par minute, l'équipage remarqua que le carter était endommagé et qu'il ne restait plus qu'à attendre le moment où ce poids tournant de 9 kg allait se projeter dans toute la pièce à mesure que le gyroscope compas se désintégrait. Les hommes présents, là, ainsi que les survivants d'un des magasins à munitions, furent forcés de grimper à l'intérieur encombré du mât tripode, car les incendies avaient coupé toutes les autres voies d'évacuation. Plus à l'avant, le puissant Aschenbrenner, un homme habituellement fasciné par tout ce qui est destructeur, fut vu penché presque entièrement dans les flammes qui cherchaient à se propager le long du navire, utilisant extincteur après extincteur, alors que d'autres hommes peinaient à simplement lui passer les appareils, tant la chaleur était intense. Et lorsque ceux-ci furent épuisés, il saisit des matelas et des couvertures et assomma littéralement les flammes avec eux. Le premier officier, Goggins, qui fut pris dans l'explosion et brûlé si gravement que sa peau commença à griller et à tomber alors même qu'il se dirigeait vers la passerelle, dut recevoir l'ordre de s'allonger et d'accepter une injection de morphine avant qu'il n'arrête d'essayer d'aider. Recouvert d'huile, enfoncé de 15 pieds par l'avant et fortement incliné sur tribord, le Marblehead semblait à quelques minutes de sombrer.
À l'arrière, la plage n'était plus qu'un amas de tôles d'acier tordues. L'équipage de la Barbette et de la Tourelle dans cette zone était à peu près le seul groupe de survivants abasourdis encore indemnes, car le blindage relativement mince de leur poste avait détourné l'explosion juste assez longtemps pour que la majeure partie de sa fureur s'échappe par les flancs du navire. Mais leur problème persistait. Alors que les flammes grandissaient, ils se rappelèrent de la présence de 18 grands fûts de poudre pour la tourelle arrière de 6 pouces dans les quartiers du maître principal. Elles avaient été placées là pour permettre une ouverture rapide du feu en attendant l'arrivée des munitions principales depuis les soutes. Cette quantité de poudre ferait sauter ce qui restait de la poupe et finirait d'achever le navire, c'est certain. 3 hommes sont descendus dans l'enfer et ont trouvé la pièce en question déjà en feu. Des débris bloquaient les bidons, les rendant impossibles à déplacer. Prenant un risque extrême, ils ont ouvert les bidons les plus proches, sorti les sacs de poudre en toile et ont couru comme des fous vers les échelles. D'une manière ou d'une autre, malgré le fait qu'ils aient dû faire plusieurs allers-retours, ils n'ont jamais approché les sacs de poudre suffisamment près des flammes, aucune étincelle ne les a atteints et la poudre a rapidement fini au fond de l'océan. Un dernier aller-retour a permis de sauver l'équipage du magasin arrière, qui était occupé à activer les gicleurs, et ensuite il ne restait plus qu'à espérer que les avions japonais ne tenteraient pas de finir le travail. Des efforts héroïques à travers le navire contenaient l'incendie à l'arrière et 5 autres hommes descendaient pour essayer de réinitialiser le gouvernail du navire en partant du principe qu'en ouvrant les conduites hydrauliques, ce qui paralyserait le mécanisme normal de la direction en le privant de toute pression, le gouvernail pourrait peut-être revenir à la normale. S'il se trompait et que le gouvernail ou ses mécanismes étaient physiquement déformés, rien ne pourrait le déplacer et il se serait simplement couvert d'huile au milieu d'un navire actuellement en feu. Dans la salle de pilotage inondée d'eau et d'huile jusqu'à la taille, avec les corps des hommes de quart flottant autour, l'équipage commença à vider le système de direction de son fluide hydraulique sur le pont tordu et inégal. À peu près le seul endroit à bord du navire qui était dans un semblant de bon ordre était, chose remarquable, la salle des machines, ce qui tombait bien puisque fournir de l'énergie au navire et le faire avancer dans l'eau étaient à peu près les seules choses qui le maintenaient actuellement à flot. Là-haut, satisfait que le navire tournait en rond, les bombardiers japonais changèrent de cible, touchant d'abord directement l'United States Ship Houston, puis s'attaquant au De Ruyter. Profitant de l'accalmie, des chaînes de saut furent organisées et les électriciens survivants installaient des lignes auxiliaires pour rétablir le courant dans les zones sinistrées du navire. Des recherches étaient en cours pour trouver et installer les pompes portatives survivantes dans les zones les plus touchées par l'entrée d'eau. Finalement, dans une pièce où tout était couvert d'huile, la soupape de décompression du système de direction fut enfin trouvée et le navire cessa de tourner en spirale. Bien que la gîte sur tribord soit rapidement devenue une gîte sur bâbord, car la diminution de l'inertie horizontale a permis à l'eau de s'accumuler davantage là où elle voulait réellement aller. Avec 2 destroyers à ses côtés, Marblehead avait 26 de ses compartiments complètement inondés, 8 autres partiellement inondés, et la direction n'était possible qu'en variant la puissance des moteurs. Mais elle était au moins encore capable de dépasser 20 nœuds, les incendies étaient progressivement maîtrisés et éteints, et les bombardiers japonais ayant utilisé leurs dernières bombes, il fallait maintenant décider où aller. Mettre le cap à l'ouest la laisserait à portée des avions japonais et coincée en mer. Toute attaque supplémentaire pourrait l'achever. Mettre le cap au sud puis à l'est pourrait théoriquement mener le navire jusqu'en Australie, la destination finale la plus sûre des environs. Mais les hautes mers qu'ils auraient à affronter pourraient probablement briser le navire en 2. Surabaya était le port le plus proche, mais le tirant d'eau du navire était désormais trop important pour le chenal d'approche. La seule option, donc, était de se diriger vers le sud par le détroit de Lombok, puis de longer la côte sud de Java vers l'ouest pour atteindre le port de Cilacap. Quelques heures plus tard, l'amiral Dormant approuva le plan par message, assignant 2 croiseurs pour aider le navire en route, ce dernier ayant presque perdu toute manœuvrabilité, étant long, étroit et ses hélices intérieures très proches de la ligne centrale. Marblehead serpenta vers le sud, étant parfois obligé de tourner en rond lorsqu'un courant forçait sa proue à pivoter. Des téléphones alimentés par le son furent installés entre la salle des machines et la passerelle, et sans aucun moyen de communiquer avec ses escorteurs sauf par lampe de signalisation, Marblehead s'avança prudemment dans la nuit.
Une grande pompe dans la salle des machines fut démontée et progressivement déplacée le long des couloirs du navire à l'aide de chaînes et de rails improvisés dans le but d'augmenter la capacité de pompage à l'avant. Une rafale s'abattit et sans compas ni visibilité au-delà de la proue, l'équipage ignorait totalement la direction qu'il prenait. Lorsque la tempête passa, il s'avéra que le navire se dirigeait désormais directement vers la côte. Les moteurs furent vite utilisés pour corriger la trajectoire du navire, mais une autre rafale s'abattit. Cette fois, par pur hasard, lorsque la tempête se dissipa, le navire avait réussi à traverser le chenal et à entrer dans l'océan Indien. Cependant, de nouveaux problèmes apparurent. Les piles des lampes torches éclairant l'équipage s'épuisaient. Les écoutilles commençaient à fuir et diverses pompes qui fonctionnaient depuis des heures commençaient à surchauffer et à tomber en panne. Des câbles électriques endommagés surchauffaient et provoquaient des courts-circuits. L'arrivée au port devenait une course contre la montre, aggravée par la montée incessante de l'eau. Le lendemain matin apporta d'autres mauvaises nouvelles. Une autre vague de bombardiers japonais approchait. Les munitions restantes étaient entassées autour des derniers canons anti-aériens opérationnels, mais il semblait que ce serait la fin pour le navire. Puis, à la dernière seconde, la chance tourna. L'un des destroyers d'escorte, le United States Ship Paul Jones, ressemblait un peu à un Omaha, car ils partageaient tous deux la configuration à 4 cheminées. Peut-être que l'erreur était pardonnable. Les Clemson et les Omaha étaient bien sûr issus de la même époque de conception, et ainsi, les 40 avions japonais ont dépensé toutes leurs bombes en 7 attaques dirigées contre le destroyer au lieu du Marblehead. Le Paul Jones, naviguant à toute allure à pleine puissance à travers les gerbes d'eau, a réussi à traverser l'épreuve sans dommages. Le lendemain matin, le 6 février, des remorqueurs de Chilliwack ont rencontré le Marblehead endommagé et l'ont remorqué jusqu'au port, où il a retrouvé le Houston un peu moins abîmé. Malgré la fin du danger immédiat, les choses étaient loin d'être finies. Les Japonais progressaient vite, donc les réparations devaient suivre le même rythme. Une cale sèche flottante se trouvait dans le port, mais elle était trop petite pour le Marblehead. À la place, il fut proposé de couler la cale sèche sous la proue et d'essayer de soulever partiellement le navire hors de l'eau dans une sorte de lancement inversé, en espérant que la charge déséquilibrée ne fasse pas chavirer à la fois la cale et le navire. Normalement, ce genre d'idée folle serait totalement hors de question, bien trop dangereuse. Mais quand l'autre option était d'attendre l'arrivée des Japonais et que l'armée impériale japonaise, à ce même moment, utilisait sans scrupule des prisonniers de guerre fraîchement abattus comme remblais pour la route afin de faciliter leur avance continue. La cale sèche fut rapidement mise en place. Les blessés les plus graves furent alors évacués du navire et conduits à l'hôpital où ils avaient de meilleures chances de survie, du moins jusqu'à l'arrivée des Japonais. L'histoire du médecin héroïque qui sauva nombre d'entre eux des tendres attentions de l'armée japonaise est une histoire à part entière. Après 3 tentatives, le navire était en grande partie hors de l'eau, flottant haut, avec la proue complètement sortie de la mer et la poupe seulement partiellement immergée. Le moindre faux mouvement pouvait faire s'effondrer les blocs et la renvoyer en cascade dans la mer comme si elle était lancée une seconde fois, mais cette fois probablement droit vers le fond. L'évaluation des dégâts pouvait cependant maintenant être faite dans son intégralité. Une bombe avait explosé à l'arrière dans la salle de pilotage manuel, une bombe perforante avait frappé au milieu du navire, mais, par pur hasard, avait touché quelque chose de solide sur un canot baleinier, ce qui avait déclenché le détonateur une fraction de seconde trop tôt. Elle avait donc explosé environ 1 pont plus haut que ce qu'elle aurait fait autrement. Sans cette providence, elle aurait presque certainement explosé au milieu de 50 000 gallons de carburant et le navire aurait été condamné en quelques instants. Un obus tombé tout près avait soufflé le flanc autour des soutes avant. Heureusement, l'inondation ici. L'explosion avait aussi anéanti tout risque d'une autre déflagration. En entrant dans cet espace, on découvrait le site le plus mystérieux, avec toutes sortes de munitions, en particulier les unités fixes monoblocs de 3 pouces qui avaient été écrasées, cabossées et tordues en une variété de sculptures d'art moderne. C'était une deuxième chance inouïe qui autrement aurait également coulé le navire sur le champ. Les installations étaient toutefois un peu limitées, en dehors du fait que la cale sèche était un peu trop petite. Il n'y avait rien de disponible pour réparer le gouvernail, et les avions de reconnaissance japonais survolaient la zone quotidiennement. Le navire et son équipage devaient être nettoyés, et les munitions restantes ainsi que les débris épars retirés avant que tout travail sérieux de réparation des dégâts ne puisse commencer.
Une fois cela accompli, des réparations de fortune furent installées sur les pires trous avec des coins en bois enfoncés dans les éclats. Les soudures sur les rustines étaient imparfaites et elles fuyaient, mais à un rythme que les pompes pouvaient au moins suivre. Une bâche fut installée au-dessus de la poupe pour empêcher la pluie et les embruns d'entrer après un service. Pour enterrer les morts, le navire était en train de quitter le port. Mais c'était un vendredi 13 février, alors évidemment, la remorque s'est rompue et le navire a dérivé dans le champ de mine prétendument amical. Le champ était à l'extérieur du port. Paniqué, le remorqueur a reculé pour installer une autre remorque, entrant en collision avec les croiseurs, faisant perdre l'étanchéité du dernier compartiment avant. Donc, sans gouvernail fonctionnel, un trou à la proue et des fuites partout comme une passoire. Marble est parti pour Salon, en compagnie du navire auxiliaire Otis, afin de déterminer, vous, en prévision d'un risque de brisure du navire en deux, dû à la destruction de sa structure interne de soutien, un long fil de piano a été fixé du mât de misaine à l'arrière de la section centrale du navire. Malgré la tension, il s'affaissait légèrement sous son propre poids dans des conditions normales. Si le navire se tordait ou se brisait sous la tension, cela signifiait qu'il se déformait et que la proue ou la poupe risquait de se détacher. Puis, à l'aube du deuxième jour, le soleil ne révéla aucun signe de l'Otis, donc abandonner le navire aurait de toute façon été hors de question et le navire continua seul, l'équipage bricolant un nouveau système de distribution d'eau douce et fabriquant une machine à glace à partir de divers équipements cassés. Alors que la plupart des conserves avaient survécu, les étiquettes, qui avaient été immergées, n'avaient pas tenu, ce qui rendait chaque repas assez intéressant pour deviner quel aliment et quel assaisonnement on allait avoir cette fois-ci. Un jour avant leur arrivée à Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka, le navire retrouva à nouveau Otis. La trajectoire quelque peu aléatoire du croiseur sans gouvernail avait apparemment été assez difficile à suivre pour Otis durant cette première nuit. Le 21 février, le navire entra dans le port de Trincomalee. Il y avait ici une cale sèche adaptée à des navires bien plus grands, mais des forces ennemies auraient été signalées à proximité, et il n'était donc pas possible d'utiliser cette installation. Cependant, cette brève escale leur a permis d'apporter les derniers ajustements à un système de réparation temporaire pour la direction. Après un démarrage complet puis quelques ajustements mineurs, le gouvernail était enfin dans une position permettant au moins une certaine utilisation, à condition d'y aller avec délicatesse. Le navire pouvant désormais déterminer son cap plus aisément, l'étape suivante pour les réparations était de naviguer vers Simonstown, en Afrique du Sud. Autrefois destiné à être le cœur d'une grande base navale, le chantier naval royal pouvait encore prendre en charge un croiseur moyen. Le Marblehead reprit donc la mer, avec une escale prévue à Durban pour se ravitailler en carburant. L'équipage restait vigilant, car quelques jours avant, le Her Majesty's Australian Ship Sydney avait été victime d'une embuscade du Hilfskreuzer Cormoran. Dans son état, le Marblehead aurait pu être une autre proie facile si un autre croiseur auxiliaire rôdait près. Après une courte escale à Durban permettant à l'équipage de se reposer, le navire reprit sa route vers le sud quand la tragédie survint. Skiwodzinski descendit dans les cales avant pour mesurer le niveau de l'eau. Malheureusement, une grande accumulation de débris, y compris divers produits chimiques, s'était retrouvée à ce niveau, et à ce stade, ils avaient commencé à pourrir ensemble. Il fut submergé par les gaz résultants en quelques instants. L'homme de garde est allé chercher de l'aide. Bull Aschenbrenner, que nous avons rencontré plus tôt, a répondu à cet appel et est descendu, mais lui aussi a été submergé. L'équipage, comprenant le problème, s'est dépêché de prendre des appareils respiratoires d'urgence. Pendant ce temps, le commandant Van Bergen, officier exécutif du navire, est descendu à la corde et a aussi perdu connaissance en quelques secondes. Grâce au fait qu'il était attaché à la corde et à son exposition relativement brève, il a été remonté et s'est rétabli après quelques jours. Malheureusement, le temps de trouver l'équipement respiratoire et de remonter les deux autres était trop long. Il était trop tard. Les deux hommes sont décédés plus tard dans la nuit. Cela signifiait que la première tâche à l'arrivée à Simonstown était malheureusement celle d'un cortège funèbre, mené par le capitaine pour deux hommes qui avaient été au cœur de l'équipage. Une fois ce devoir solennel accompli, le navire pouvait enfin être remis en ordre pour la plupart. Il fallait effectuer des réparations appropriées et installer de nombreux renforts internes temporaires. Le maire de Simonstown leur a réservé un accueil chaleureux,
mais quand le capitaine a voulu lui rendre visite, on l'a renvoyé vers son navire car le maire travaillait en journée au chantier naval, un chalumeau à la main, sur le bateau américain. Le navire a également été inspecté par un très grand dog allemand qui s'est avéré être la mascotte du chantier naval, à juste titre nommé Nuisance. Un officier a tenté de faire partir le chien de 200 livres, plus grand que beaucoup de membres de l'équipage, mais personne n'était prêt à essayer. Après qu'une première tentative ait provoqué un grognement profond, il a essayé de le déplacer dans une direction non souhaitée. À la place, le matelot Abel Nuisance, qui avait été enrôlé dans la Royal Navy, a terminé son inspection à son rythme et, ayant trouvé tout à son goût, est parti à la recherche de son dîner préféré, un bol de bière. Après 23 jours de réparation et un peu de recrutement forcé qui était nécessaire pour remettre l'équipage en ordre après un excès d'enthousiasme lors de la permission à terre, le Marblehead était de nouveau en mer. À l'approche du Brésil, ils croisèrent un autre navire américain, qui les mit au défi, et lorsque la réponse fut donnée qu'il s'agissait du Marblehead, la réponse fut « Êtes-vous sûr ?» Les Japonais avaient si souvent affirmé l'avoir coulé que l'autre navire passa en état d'alerte, convaincu qu'il s'agissait d'une ruse, jusqu'à ce qu'une inspection plus poussée révèle la vérité. Ravitaillée en carburant et équipée de quelques supports improvisés pour charge de profondeur, puisqu'elle s'apprêtait à entrer en plein cœur de la bataille de l'Atlantique, le navire remonta vers le nord, croisant et évitant un sous-marin qu'ils trouvèrent en surface, car les canons de pont étaient d'une utilité douteuse à ce stade. Heureusement, malgré la densité générale des U-Boots, le navire ne rencontra rien de plus menaçant que quelques mouettes par la suite, et le 4 mai 1942, le navire endommagé arriva dans le port de New York. Après un bref arrêt pour décharger les munitions, ils passèrent bientôt sous le pont de Brooklyn et, enfin, après tout ce temps, ils étaient de retour chez eux. Le Marblehead ne reprit la mer que le 15 octobre, servant dans l'Atlantique pour l'escorte de convois et des missions anti-raiders, puis en Méditerranée en 1944, soutenant l'invasion du sud de la France. De retour aux États-Unis en août 1944, il fut utilisé comme navire-école pendant 1 an, jusqu'à sa mise hors service en novembre 1945, puis il fut démoli en 1946. Le capitaine Robinson, ainsi qu'un certain nombre d'autres officiers, reçut la Navy Cross pour ses actions et commanda ensuite plusieurs stations à terre, en plus de diriger la commission militaire d'après-guerre sur les crimes de guerre dans le théâtre du Pacifique, avant de prendre sa retraite avec le grade de vice-amiral, le second du navire au moment de l'attaque. Commandant Goggins. Le commandant Goggins a échappé aux Japonais, s'est remis de ses brûlures et a ensuite pris le commandement du cuirassé United States Ship Alabama, prenant finalement sa retraite avec le grade de contre-amiral. Son successeur au poste de second, le commandant Van Bergen, allait commander le transport d'assaut United States Ship Clay, mais je n'ai pas pu trouver d'autres informations sur sa carrière. L'histoire du navire a été racontée pour la première fois, et de manière bien plus détaillée qu'il n'est possible de le faire dans une vidéo d'environ 40 minutes, dans le livre Wear Away, A Modern Odyssey, écrit par George Sessions Perry. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir vue. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. N'oubliez pas de commenter la publication épinglée pour les questions concernant la cale sèche,